Alors voilà la 59e revue de la semaine. Bonjour à tous. Je commence par un merci spécial à Damien et Thomas de Wankill Studio, s'il vous plaît, et une émission très drôle qui s'appelle On ouvre vos colis. Alors moi j'ai regardé ça par hasard. Le jour où ils ouvraient une petite boîte en carton et dedans il y avait une banane toute pourrie séchée. Bon. Apparemment c'est une banane. Merci mais c'est dégueulasse. Mais bon, ça a changé parce qu'ils ont ouvert un autre colis et dedans il y avait des tracts de la France Insoumise. La France Insoumise, c'est mes amis. Hein. Et puis, comme quelqu'un a eu l'intelligence d'envoyer le colis, et là, les deux, là, en train de distribuer le tract partout dans les bureaux de Wankill Studio. 1 kilo de tracts à distribuer pour tous les employés de Webedia qui se réveilleront demain matin avec des tracts pour rejoindre le combat. Parce qu'on peut quand même avoir peut-être un merci de Mélenchon sur Twitter. S'il te plaît. Monsieur Mélenchon. Et je les remercie. Voilà. Allez, générique. On a eu une semaine qui a dû peut-être aussi vous frapper par la rapidité avec laquelle on est passé d'un champ d'intérêt commun à un autre. On avait le 22 mars la première grande mobilisation sociale de la période Macron. Je dis première parce qu'elle réunissait de manière interprofessionnelle les services publics, les hôpitaux, les écoles, les cheminots, toute une série de corporations, de grandes corporations du pays qui font vivre les principaux services publics de notre vie quotidienne. Et évidemment, toute l'attention était polarisée sur ce qui peut sortir de ce démarrage. Là-dessus, 2 jours après, c'est très des Carcassonne, et nous avons été immédiatement replongés dans la question de la sécurité et de tout ce qui tourne autour de ça, les actes terroristes, la place particulière de l'islamisme politique dans le champ, enfin bref, tout ça quoi. Et on a eu l'impression que s'effaçait la question sociale. Évidemment, il était très important de faire face aux événements terroristes et à ce qui va avec. Je le dis avec tout le sérieux dont je suis capable pour vous demander d'y réfléchir chacun. Parce que, évidemment, pour nous, ça a très mal commencé, cet épisode où on était concentré sur l'événement, quand on a appris qu'il y avait un tweet de quelqu'un qui se réclame de nous, qui raconte n'importe quoi, qui se réjouit de la mort d'un homme, enfin, tout ça a été affreux. Et c'était une très grande souffrance pour nous que d'être identifiés à des messages pareils dans un moment comme celui-là. Et je voudrais rappeler à tous ceux qui... à un moment ou à un autre, participent plus ou moins à la vie de la France insoumise, que nous ne sommes pas un rassemblement de nombrilistes où chacun pense qu'à lui, à ce qui lui paraît le plus important, ce qu'il a envie de dire, fût-ce la plus grosse bêtise. Nous participons d'un mouvement général. Donc chacun, quand il prend la parole, doit penser aux autres, hein, et se demander si ce qu'il est en train de faire n'est pas une offense pour tous les autres. Et c'est ce qui s'est produit cette fois-là. Mais pour nous, malgré tout, le plus important, c'était pas ça. Le plus important, c'est que quand l'ennemi vous frappe, je parle là de l'acte terroriste, il faut comprendre que c'est un ennemi. Donc, il faut réfléchir à quels sont ses objectifs à cet ennemi, qu'est-ce qu'il veut obtenir. Et en face de ça, comment on peut faire pour parer le coup et l'empêcher de marquer le point. Comme vous le savez, dans cette circonstance, c'est en définitive nous qui avons gagné parce que le sacrifice du colonel Beltrame a en quelque sorte remis à sa place, j'ai dit, l'ordre humain. Ça veut dire que les valeurs auxquelles on croit, la compassion, l'altruisme, toutes ces choses ont anéanti le message que voulait faire passer le terroriste, à savoir vous avez peur de moi, vous allez vous diviser, je tue n'importe qui et ça vous montre que la vie humaine n'a aucun prix. Donc à l'instant où je vous parle, aucun d'entre vous se rappelle du nom de l'assassin, tant mieux. Tant mieux. Ça ne sert à rien de s'en rappeler. Il est la honte de sa famille, la honte de ses co-religionnaires, et il est une épave dans le grand mouvement de l'histoire humaine. Il n'est rien. Tandis que le lieutenant-colonel Beltrame, colonel maintenant, est une figure héroïque et répand une lumière particulière, celle du devoir accompli. Et chacun d'entre nous, à ce moment-là, a 2 choses à faire. La première, c'est en regardant le héros, pas pour béer d'admiration, mais essayer de comprendre ce qui s'est passé en lui et qu'est-ce qu'on pourrait retrouver en nous-mêmes de ça. Dans la vie des hommes et des femmes,
dans les petites ou dans les grandes choses. Vous êtes souvent confronté à l'idée de ce que vous représentez, de ce qui est un sens de votre vie ou de vous-même. C'est une espèce de ressort qui vous tient unis, les différents petits morceaux de votre personnalité, de votre manière d'être. Et c'est ça qui a fonctionné chez le colonel Beltrame, qui l'a conduit sans doute à ce moment-là, en puisant dans des choses qui étaient importantes pour lui, je suppose. Il est comme nous, c'est un être humain, il a dû aussi avoir la part de la peur à ce moment-là. Il a puisé dans sa foi, il a puisé dans son engagement philosophique, il a puisé dans le sentiment du devoir lié à son uniforme, et de ça il est sorti un acte hors du commun qui nous donne la victoire dans la confrontation avec le terroriste et surtout élève tout le monde d'un cran parce que tous on regarde ça et on se sent meilleur après, on a envie d'être aussi bien que lui après, et c'est donc un héros positif. Et la deuxième chose, c'est évidemment qu'il faut travailler à empêcher l'ennemi de marquer le point. Ce qui serait formidable pour l'ennemi, c'est qu'on se mette à se disputer et à dire « ah, c'est la faute de toi, c'est la faute de ci, c'est la faute de là, etc. » Il faut être très clair. Tant qu'il y aura quelqu'un d'assez fou pour vouloir tuer les autres parce qu'il pense qu'il est investi par je ne sais quoi, et en particulier par Dieu, vous pouvez imaginer le dispositif que vous voulez, vous ne l'empêcherez pas. Hein. Donc c'est à nous d'apprendre à vivre dans ces conditions-là, et à vaincre l'ennemi chaque fois qu'on peut, et l'empêcher de frapper. Bon. Voilà, on a donc ces deux tâches-là quand on présente une situation comme celle-là. La première qui est morale, philosophique, la seconde qui est politique, assurer la cohésion. C'est ce qu'on a essayé de faire, nous autres, à la France insoumise, et à quoi je vous invite à chaque fois à courir à la rescousse. Ne participez pas à des polémiques absurdes sur on aurait pu éviter, etc., parce que ce n'est pas vrai. On ne peut pas éviter, on peut empêcher, on peut prévenir, mais il est peu probable qu'on n'arrive jamais à éviter. Donc il faut être à la hauteur des circonstances, c'est-à-dire ne pas avoir la foi superstitieuse que le monde, d'après nos caprices, pourrait tout d'un coup changer. Voilà, ça c'était les événements, mais une fois qu'ils ont eu lieu, une fois qu'on a fait son devoir de citoyen, son devoir de philosophe, eh ben on revient quand même à notre existence quotidienne. Et dans notre existence quotidienne, la question sociale n'est pas réglée. Et voilà pourquoi, maintenant, je vais vous parler du mouvement social. Alors aujourd'hui, j'ai acheté le journal L'Humanité, comme je le fais pratiquement chaque jour, et voici le titre. On a Philippe Martinez, comment faire pour gagner. Bon, d'abord, Philippe Martinez est le secrétaire général de la CGT, et la CGT est un syndicat confédéré qui est très puissamment entré dans l'action. Hein. Par conséquent, tout ce que fait ou dit la CGT doit être regardé avec intérêt, avec respect, et surtout toujours bien essayer de comprendre ce que son secrétaire général exprime, parce que lui-même, il est un point d'équilibre à l'intérieur d'une très grande organisation. Et quand je dis un point d'équilibre, je ne pense pas à des trucs de courant ou de je ne sais pas quoi, comme dans les partis politiques, c'est qu'il est à un point d'équilibre entre des corporations syndiquées. Hein, les travailleurs de la fonction publique, ceux du privé. Dans le privé, il y a différentes catégories. Le commerce et la chimie, c'est pas pareil, pour prendre cet exemple-là. Les transports, c'est encore autre chose. Donc, le secrétaire général de la CGT, quand il s'exprime, il nous indique où est le point qui permet de fédérer toutes les composantes du syndicalisme confédéré. Donc moi je lis toujours avec beaucoup d'intérêt et de précision ce que dit Philippe Martinez et ses prédécesseurs avant lui. Et là, le titre est peut-être un peu trompeur parce que comment faire pour gagner, bon, quand on lit ce qu'il dit, on comprend l'intention dans laquelle il est. Il dit, il y a une formule, il dit qu'il faut faire du cousu humain. Autrement dit, il exprime le fait qu'il est difficile de donner une consigne globale parce que les motivations à entrer dans l'action sont différentes, les rythmes sont différents, les mots d'ordre sont différents. Mais, dit-il, il faut que tout ça puisse avoir lieu et que chacun y trouve son compte. Là, il parle pour le mouvement syndical, c'est-à-dire pour les gens de métier, quel que soit leur métier, qui sont syndiqués. À notre tour, nous devons nous aussi regarder les problèmes et faire des propositions en fonction de ceux que nous représentons. Pour ma part, comme élu de la nation, comme député, avec mes 17 camarades, et d'une manière générale, tous ceux qui ont participé à la bataille de la France insoumise, nous ne représentons pas une corporation ou des corporations coalisées. Nous représentons une autre entité qui s'appelle le peuple.
lequel est composé de ceux qui travaillent, de ceux qui ne travaillent pas, de ceux qui sont à la retraite, de ceux qui sont en études, de ceux qui ne travailleront jamais, et ainsi de suite. Et c'est en pensant à tout cela que nous essayons d'avoir des mots d'ordre d'action et de combat qui permettent de les rassembler. Donc notre point de vue n'est pas le même que celui d'un syndicaliste. On ne part pas des mêmes catégories sociales et elles n'évoluent pas dans les mêmes conditions, même si dans le peuple, il y a les cheminots, les travailleurs de la fonction publique, les hospitaliers, etc., etc. Vous avez compris. C'est donc la même réalité, mais observée et en dialogue depuis deux points de vue qui correspondent à des situations différentes. Voilà pourquoi la ligne syndicale de la CGT et des autres syndicats, nous, on ne la discute pas, on ne la commande pas. On trouve que c'est mieux quand les syndicats sont unis. La CGT dit qu'elle a fait ce qu'il fallait pour ça, mais que ça ne s'est pas fait, donc ils assument leurs responsabilités. Bien. Dans notre champ, nous croyons qu'il faut faire une proposition qui fédère. Et depuis le début, je propose qu'il y ait un moment du tous ensemble, où tout le monde peut participer à une action contre le pouvoir, parce que les gens ont parfaitement compris qu'est-ce qu'il y a de commun entre le statut de la SNCF qui est démoli, le statut de la fonction publique avec 120 000 suppressions de postes, c'est plus que l'effectif total de la SNCF, ce qui se passe dans la fonction publique. Ou chez les hospitaliers, les gens ont parfaitement compris le rapport qu'il y a entre tout ça, plus l'école et la faculté réservée aux riches, plus la CSG sur les retraités, les gens comprennent qu'il y a une politique d'ensemble et que c'est à ça qu'il faut répondre. Voilà pourquoi il faut qu'il y ait le jour pour ça. Alors, moi j'ai proposé que ça se passe un week-end, parce que c'est le week-end que nous on est les plus légitimes. Moi je vais pas donner un mot d'ordre de grève, j'ai aucun pouvoir de le faire. La grève c'est réglementé dans notre pays. Bon, quand il y a une grève à l'appel des cheminots, celui qui est balayeur, il n'est pas en grève, parce qu'il ne peut pas, il n'y a pas d'appel dans sa branche. Et le retraité, il vient s'il estime qu'il se reconnaît, notamment les retraités cheminots, il y en avait plein qui étaient là dans la lutte. Donc, nous, on a besoin d'un moment où tout le monde peut être là. C'est le week-end. Alors, la question a été posée à Philippe Martinez, c'est pour ça que je reviens dessus. Qu'est-ce qu'il en pense ? Alors, il dit la chose suivante. Quant à la temporalité des manifestations, même si nous n'écartons aucune mobilisation, nous savons aussi que beaucoup de salariés souhaitent agir par la grève. Vouloir le faire le samedi et le dimanche ne concerne qu'un petit nombre d'entre eux. Pour faire la grève, il veut dire que le samedi et le dimanche, il n'y a qu'un petit nombre de salariés qui seraient conduits à être en grève. Laissons pour l'instant les organisations syndicales gérer le calendrier des mobilisations sociales et nous verrons plus tard s'il est opportun de décider de se mobiliser le week-end. Bon, donc la porte est ouverte. Moi j'espère que cette fois-ci on ne va pas me recommencer le sketch de la dernière fois en me disant que la France Insoumise vient en compétition avec les syndicats. C'est pas le sujet, nous on respecte complètement les décisions des syndicats. Mais nous prenons nos responsabilités. Puisque Philippe Martinez dit nous verrons plus tard s'il est opportun de décider de se mobiliser le week-end, alors je lui dis je propose qu'on se mobilise un week-end. En avril, en mai, ou bien et en avril et en mai, mais nous avons besoin d'appels à mobilisation en week-end pour que tout le monde puisse participer. L'objectif c'est que tout le monde puisse participer et pas que certaines branches syndicales se trouvent complètement isolées parce qu'elles sont en lutte toutes seules et personne d'autre ne vient à la rescousse. Quand vous avez des cheminots en grève, clairement ils ne défendent pas que le statut de cheminot. Ils défendent le transport public du rail. Tout le monde le sait. D'ailleurs, il y a plein d'affiches qui disent ça. D'accord ? Voilà. Donc moi, j'appelle à ce que partout où on le peut, sous la forme qui paraît la plus convenable à ceux qui en prendront l'initiative, on se rassemble et on ait des mots d'ordre de rassemblement généraux de la population. Des mots d'ordre de convergence, des mots d'ordre de rassemblement, des mots d'ordre de marche, partout où on peut, pour voir si déjà il y a la possibilité que ça existe et qu'ensuite ça puisse devenir un mouvement national. Nous avons 2 mois pour faire ce travail, le mois d'avril et le mois de mai. Alors évidemment, dans l'intervalle, j'ai vu qu'il y a aussi des appels politiques, et tout ça est très bien, tout le monde a signé tout ce qu'on veut, c'est pas le sujet, mais c'est que ça ne fait rien bouger ça. Ça c'est, franchement, je connais pas une personne dans ce pays qui dit « Ah bah tiens, Hamon a signé avec Besancenot, youpi, du coup je fais la grève ». Ça n'existe pas ça. Bon.
Alors les gens sont contents de savoir qu'il y a plein de gens qui sont d'accord avec eux. Voilà, c'est bon. Donc ça, ce n'est pas un problème. Mais à la fin, je finis par m'agacer du fait que moi, ça fait 1 mois et demi que j'ai mis une proposition sur la table. 1 mois et demi. Je n'ai pas dit que j'allais appeler moi une marche. J'ai dit qu'il faudrait en faire une. Qu'est-ce qu'ils proposent qu'on le fasse? D'accord? Et on ne me répond pas. On me répond, il faut venir à la gare machin faire une photo, il faut aller je ne sais où faire des photos. Non, non, ça c'est pas sérieux tout ça. Ce qui est sérieux, c'est la mobilisation de masse des gens. C'est pas 3 groupuscules qui se mettent d'accord entre eux pour signer des papiers, ça n'a aucun intérêt. Si, ça en a, mais enfin bon, c'est pas fondamental. Ce qui est important, c'est que la masse des gens puisse manifester leur force, la force du nombre, du grand nombre. Et pour faire la force du grand nombre, bah, il faut respecter le grand nombre. Il ne faut pas le prendre pour des gens qui ne comprennent pas, qui ne suivent pas, etc. Voilà. Donc, je recommence. Je propose que partout où on le peut, à l'initiative des syndicats, des associations, des groupes, de tout ce que vous voulez, il y ait des rassemblements au mois d'avril pour qu'on puisse ensuite, si on le souhaite, au mois de mai, avoir un rassemblement général national. Je vous demande de bien comprendre que si on abandonne les cheminots à leur lutte, si on laisse les travailleurs du service public dans leur coin, nous allons tous payer l'addition, 2 fois. La première parce qu'on aura moins de services publics. Et la deuxième parce que M. Macron va se sentir des ailes. Il va avoir l'impression qu'il fait ce qu'il veut dans ce pays et que les gens acceptent tout. C'est ce sentiment de toute puissance que nous devons lui refuser. Et pour ça, il faut faire des démonstrations de masse, pas des petits trucs, des manifestations de masse, de très grand nombre, où tout le monde s'y met en même temps. D'accord? Bon, j'espère que cette fois-ci, on a compris mon message. Bon, ça fait jamais que la 3e fois que je le fais, mais là, j'ai bien souligné 2 fois avec du stabilo pour que tout le monde comprenne. Voilà. Dites les gens, il faut que je vous parle de quelque chose avant qu'il soit trop tard. J'ai remarqué que dans notre pays, il y a une certaine agitation depuis que le Front National a commencé à se décomposer. Vous voyez la période où ils ont commencé à vouloir faire des alliances avec les partis de droite traditionnels. Vous avez toutes sortes de secteurs de l'extrême droite qui se sont radicalisés. Et ça donne des choses qui maintenant finissent par poser problème. Vous vous rappelez de la tentative de meurtre contre M. Castaner et moi. Alors il y en a qui ont traité ça comme ça, à la légère. Alors on m'a dit oui, mais c'est des fous, précisément, c'est ça qui les rend dangereux. S'ils ne l'étaient pas, ils ne seraient pas dangereux. Mais là, enfin quand même, il s'agit de quelqu'un, d'un groupe qui a suivi à plusieurs reprises M. Castaner pour opérer ses itinéraires, un groupe qui a essayé d'imaginer comment il allait fabriquer un lance-flamme pour s'occuper de moi. Bon, ces gens-là sont en prison. J'espère que personne ne commettra l'erreur de les en faire sortir. D'autant qu'en prison, ils téléphonent, ils continuent à avoir des contacts, enfin bon. Donc ils doivent rester là où ils sont. Et être jugés. L'autre jour, j'ai croisé dans les couloirs à l'Assemblée nationale M. Castaner. Moi, je me suis porté partie civile dans cette affaire. Et lui, il m'a dit, je vais le faire aussi, parce que vraiment, me dit-il, quand j'ai lu le journal Marianne, j'ai compris que c'était grave. Dis donc, c'est bien la peine d'être ministre. Son collègue aurait pu le lui dire, ou son collègue de la justice, ou son collègue de l'intérieur. C'est quand même incroyable, cette équipe. Il y en a un qui est menacé de mort, ça n'intéresse pas les autres. C'est curieux. En tout cas, moi, déjà ça, j'ai trouvé que c'était beaucoup. Alors vous savez, on fait toujours attention parce que c'est pas la peine d'en rajouter, de susciter des vocations. Mais quand même. Et depuis, j'observe que des groupes d'extrême droite qui se disent identitaires, je me demande bien identitaires de quoi ils sont, ont des activités publiques violentes de plus en plus nombreuses, qu'on ne connaissait pas en France. Alors ils font des contrôles dans la rue, à Marseille, dans les bus, à Lille, ils attaquent des étudiants parfaitement pacifiques qui occupent un amphi une nuit à Montpellier, ils arrivent avec des bâtons, on leur tape dessus, enfin bon. On a reconnu cette petite mouvance-là, on sait qu'il y a dedans plusieurs éléments de l'extrême droite. D'ailleurs, ça n'a pas traîné. Le lendemain, ils étaient tous là à faire les kékés, à vouloir agresser tout le monde. Ça, c'est la Ligue du Midi. Et puis, le lendemain aussi, à Lille, il y a un groupe comme ça qui attaque les étudiants. Donc, on a du mal à le croire. Attaque les étudiants grévistes parce qu'ils les traitent de gauchistes. Et même qui fait une petite vidéo sur Twitter
où vous avez une espèce d'olibrius bourré de bière qui insulte tout le monde et qui dit oui, bon, on va s'en rappeler, le député Caténins, etc. Le député Caténins, ça fait déjà 2 fois qu'il est menacé de mort. Cette fois-ci, c'est directement et devant un écran par un gugus de l'extrême droite. Et nous en sommes à 4 députés du groupe La France Insoumise qui font l'objet de menaces de mort. Ça commence à faire beaucoup. Et pour au moins un cas, c'est les enfants qui sont menacés. Donc, moi je dis à Gérard Collomb qu'il va falloir un peu se réveiller. Et au lieu d'aller faire le malin, à venir dire des choses désagréables sur nous, il ferait bien de faire son boulot de ministre de l'Intérieur, qui est de prendre au sérieux la menace de ces groupes d'extrême droite-là. Je ne dis pas de toute l'extrême droite, je dis de ces groupes d'extrême droite-là dont la spécialité est l'action violente et la provocation. Voilà, il faut que ça cesse, hein, monsieur Collomb. Il faudrait un peu s'en occuper, et pas seulement radoter tout le temps les mêmes formules et s'en prendre à tous ceux qui ne vous plaisent pas. Hein, vous êtes ministre de l'Intérieur, pas ministre de je ne sais pas quoi, de la provocation et de la propagande. Bon, une chose qui me contrarie beaucoup, je ne sais pas si vous êtes conscient de la superposition des rythmes de la réalité. Regardez, tout à l'heure je vous ai parlé de ce qui s'est passé au niveau de l'actualité, la bascule de la question sociale à la question sécuritaire, puis le retour à la question sociale. Mais toute l'activité humaine, aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent, on peut en parler dans l'ordre international, dans tous ces domaines. Mais il y a quelque chose de plus grand et de plus fort qui est en train de s'accélérer, et on dirait que personne ne s'en rend compte. Parmi ceux qui décident, je ne parle pas parmi vous qui m'écoutez. Mais enfin, quand même, quand en aussi peu de temps, autant d'alertes nous arrivent, il va falloir qu'un certain nombre de gens se réveillent. Première alerte, le délabrement de la fertilité des sols. Cette fois-ci, c'est un organisme international, c'est des milliers d'enquêtes qui aboutissent à cette conclusion de la dégradation de la terre arable. Plus de terre arable, plus d'agriculture. Plus d'agriculture, plus d'alimentation. Ne me dites pas que j'exagère. Lisez les conclusions de ce rapport. Deuxième élément, c'était la semaine dernière. On nous dit, il y a plusieurs millions d'oiseaux qui ont disparu en peu de temps, les campagnes sont silencieuses. Évidemment, c'est tout le cycle. Pourquoi il n'y a plus d'oiseaux? C'est pas parce que la vie ne les intéresse plus, c'est parce qu'il n'y a plus à manger pour eux, pour leurs petits, à chaque cycle de la reproduction, donc ils sont de moins en moins nombreux. Et pourquoi? Parce que les insectes ne sont pas là. Et pourquoi les insectes ne sont pas là? Parce qu'ils ont été tués de pesticides. Et la chaîne alimentaire a été rompue plusieurs fois, qui commence par la toute petite chose qui est dans la terre et qui termine par les êtres humains. Par conséquent, ce sont des grands dangers. Et enfin, il y a le problème de l'eau. Alors, il y a des gens qui me disent, mais ah oui, c'est quoi le problème vu qu'il pleut tout le temps? Ben non, justement, l'eau, c'est pas le sujet qu'il pleuve tout le temps. C'est comment le cycle de l'eau fonctionne. Et j'ai lu un papier dans la Dépêche du Midi, dont je fais un bilan dans mon prochain post de blog, où le gars qui fait l'enquête montre bien qu'il ne suffit pas qu'il pleuve pour que le problème soit réglé. Parce que avant et pendant, il y a des périodes pendant lesquelles il y a une contraction de la masse d'eau disponible, et cette contraction donne lieu à une concentration de tous les produits, pesticides, métaux lourds et autres, dans l'eau, qui la rend imbuvable et provoque des phénomènes d'intoxication dans la chaîne alimentaire. Par conséquent, l'eau, on ne doit pas y penser seulement en termes de quantité, on doit y penser en termes de cycle, c'est-à-dire depuis le moment où elle est dans un nuage, elle tombe, c'est de la pluie, elle va dans les cours d'eau, et elle s'infiltre en profondeur dans la terre où elle est filtrée, etc., etc., etc. Donc là aussi, alerte majeure. Alerte majeure. Et tout ça a l'air de se dérouler dans l'indifférence des décideurs. Et nous, on voit le mal qu'on a à poser ce genre de questions. Là, on vient de faire une campagne pour la sortie du nucléaire. On est 7 ans après la catastrophe de Fukushima. On a la présence en France du premier ministre japonais de l'époque. C'est comme s'il ne se passait rien. Impossible d'arriver à percer le mur du silence. Et vous avez des gens qui continuent à débiter les mêmes bêtises que celles qu'on écrivait il y a 40 ou il y a 50 ans, quand les premiers mouvements antinucléaires apparaissaient et qu'on se moquait d'eux. Moi j'ai lu tout à l'heure, je vous ai parlé du journal de l'Humanité parce que je l'aime beaucoup, mais j'aime mieux vous dire qu'il y a des jours, le jour où j'ai lu le titre du papier qui disait on ne sort pas du nucléaire comme on sort de sa douche, alors là je me dis quand même c'est pas possible, on en est encore là.
On en est encore là. Bon, là je dis l'humain, je ne devrais pas citer l'humain, il y en a bien d'autres qui sont encore plus bêtes, hein. Qui répètent le petit catéchisme à la noix, vous savez, ouais, les écolos, vous allez faire retourner tout le monde à la caverne avec des bougies, enfin vous connaissez tout ça. Mais je ne voulais pas finir cette revue de la semaine sans vous dire, voilà, on est devant un défi, et nous autres, les insoumis, il faut qu'on s'implique plus avant, parce que si on ne le fait pas nous, personne ne le fera. Alors, on a commencé une campagne sur l'eau, j'aimerais bien qu'on continue et qu'on l'amplifie, et qu'on fasse réfléchir partout dans le pays à l'eau. J'ai remarqué une chose, hein, parce que les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi je m'excite comme ça sur l'eau. Mais tout est de l'eau, les amis. Vous ne le savez pas, mais je vous l'apprends. C'est tout, l'eau est partout. Si vous voyez, souvent, on dit, bah, tiens, c'est drôle, et le nuage, il a la forme d'un papillon, ou tiens, c'est curieux, le nuage, il a la forme, n'importe quoi, un visage, un estomac, ça arrive aussi. Pourquoi? Ben parce qu'il y a quelque chose de commun entre toutes ces choses. C'est la quantité d'eau qu'elles contiennent. Et donc, les formes qui s'auto-organisent dans la nature sont souvent comparables pour cette raison. Et puis tout ça, ça se résume en 3 chiffres. Vous-même, si vous en manque 2%, vous avez soif. Jusque-là, tout va bien. Si vous en manque 10%, vous commencez à délirer. 10%, le délire. 12%, vous êtes mort. On voit l'importance de l'eau comme constitutive de la vie humaine. Il n'y a donc pas 2 choses. D'un côté, l'eau plus ou moins abondante, de l'autre côté, les êtres humains qui font ce qu'ils peuvent. Non, on parle de la même chose. Et le cycle de l'eau inclut son passage par les êtres humains. Voilà, bon, si ça peut faire avancer votre réflexion sur le sujet, je serai content. Mais tenez-vous prêts, parce qu'on va vous faire des propositions d'action. Bon, mes amis, voilà, il n'y en aura pas plus pour aujourd'hui. Si ça vous plaît, toc, un petit pouce bleu. Si c'est la première fois que vous regardez ça et que ça vous plaît, abonnez-vous. C'est gratuit, hein, ça coûte rien. Donc, ça coûte que d'appuyer. Quand même, c'est à la portée des efforts. La semaine dernière, on est content parce qu'on a continué à gagner du monde. Ça va à son petit rythme parce qu'il y avait des gens qui suivaient pendant la campagne présidentielle. Puis maintenant, évidemment, c'est plus les présidentielles, ça les intéresse moins. Mais il y en a d'autres qui arrivent que ça intéresse beaucoup. Alors, à la fin, on a l'impression que le chiffre, on voit qu'il est en progression, mais moi ce qui m'a frappé c'est de voir que quand même on compte en milliers, hein, de gens qui rentrent et qui sortent. Et ça, c'est le signe qu'il y a un grand appétit dans notre peuple pour les idées. Bon, moi je fais ce que je peux pour y contribuer. Allez, à la semaine prochaine.